and gentlemen, you're welcome to this new edition of your program. You know, we are going to go through the continent and we are going to bring to you all what makes news on our continent. We are going to start without any hesitation touching the author of the week. She's talking about her book. It's called Reine d'Afrique, and she has got through a lot of trouble with that book. Can you imagine that? She tried to bring it into many different, many variations and many translations, and today she's all blocked up in a whole lot of trouble. So right now, I'll call on you to watch this element. It's containing this author. C'est Reine d'Afrique, la plume de la semaine. Merci de cette opportunité que vous me donnez de parler d'une scandaleuse affaire qui a touché mon livre Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Parce que vous savez, quand on fait ce genre de travail, ce genre de recherche, pour nous, historiens africains, c'est une façon aussi de nous réapproprier notre histoire. Jusqu'à présent, notre histoire a surtout été écrite par des gens de l'extérieur qui nous ont colonisés et qui ont porté sur le continent, sur ces peuples, un regard biaisé, un regard particulier, dans le sens où ils ont voulu toujours hiérarchiser à la fois les hommes, les races, entre guillemets, les faits, et on nous faisait toujours apparaître comme des gens inférieurs. Donc nous, qui avons aujourd'hui les moyens d'aller dans les archives, de retrouver un certain nombre d'éléments et de reconstruire une histoire différente de celle de l'imagerie coloniale, je pense que ça doit gêner en quelque part des gens. Alors, mon livre a été publié à la fin de 2004 par les éditions Sepia, qui est un éditeur français, et cette version française a eu beaucoup de succès auprès du public et qui m'a permis de voyager un peu partout pour faire des présentations et des conférences. Et grâce au succès de ce livre, il y a un éditeur allemand qui est partenaire de Sepia. Cet éditeur allemand s'appelle Peter Hammer Verlag, qui est en Allemagne. Ils ont entendu parler du succès du livre et ils ont voulu avoir les droits pour traduire et diffuser le livre en Allemagne. Ce que mon éditeur a accepté, puisque c'est un de ses partenaires. Mais, donc moi j'ai été prévenue bien tardivement. Et puis un jour, sur Internet, je tombe sur des publicités qui annoncent la sortie de la traduction allemande de Reine d'Afrique. Donc, personne ne m'avait consulté pendant toute cette période où, entre le moment où le contrat d'édition de traduction a été fait et la sortie du livre. Et sur les publicités, le livre était censé sortir 15 jours après. Donc je découvre et dans 15 jours, mon livre sort en allemand. Donc je suis étonnée, j'appelle mon éditeur, je dis mais je ne comprends pas. On annonce la sortie du livre. Or moi, dans mon contrat, j'avais demandé que quand une traduction doit être faite, il faut qu'on puisse contrôler la validité de cette traduction par rapport à l'original, parce que ça sort sous mon nom, et savoir s'il n'y a pas de problème. À ce moment-là, ils me répondent « Ah oui, je pensais qu'on vous avait informé, donc on va demander à l'éditeur allemand une copie. » Je reçois quelques jours plus tard une copie du manuscrit allemand, et c'était 3 jours avant la sortie prévue de ce manuscrit allemand. Donc moi, je ne comprends pas un mot d'allemand, je dis à mon éditeur, bon, je vais chercher quelqu'un, normalement c'était à lui de faire ce travail, mais je dis, je vais chercher quelqu'un qui me traduise ce livre pour voir s'il n'y a pas de problème dans la traduction. Donc je me mets à chercher, mais bon, ce n'est pas très facile, hein, surtout que les cabinets de traduction me demandaient 10 000 € pour faire ça, je ne pouvais pas payer ça. Donc il fallait que je trouve quelqu'un de fiable et de compétent, et qu'on me présente une dame qui est allemande, bilingue, professeure d'allemand en France, elle vit en France depuis de très nombreuses années, et qui accepte de me prendre ce manuscrit pour l'étudier. Donc elle prend le manuscrit et moi je continue mes recherches sur Internet et dans l'intervalle je me rends compte que le livre a été publié en Allemagne entre décembre et janvier, je n'arrive pas à savoir la date, alors que je n'avais pas encore eu le temps de faire voir la traduction. Donc cette dame lit mon livre d'abord, ensuite prend la traduction et elle m'appelle un jour, enfin je lui avais fait envoyer les 2 ouvrages, je ne la connaissais pas encore. Elle m'appelle, elle me dit « je veux vous rencontrer » et quand je l'ai rencontrée, elle avait les larmes aux yeux. Elle me dit « écoutez madame, j'ai lu votre livre qui est magnifique et je suis allemande, j'ai honte de ce qu'on a fait de votre livre, c'est du sabotage. » On se met à travailler, à traduire le livre, elle me dicte les choses.
Et vraiment, là, ça a été le coup de massue, le choc, le traumatisme. Ces gens ont entièrement réécrit mon livre. Ils ont enlevé plus de 400 paragraphes. Ce livre, Reine d'Afrique, l'original, fait 300 pages sur un petit livre comme ça. Ils ont enlevé 400 paragraphes et à la place, ils ont complètement falsifié l'histoire de l'Afrique et des clichés racistes où les Africains sont traités de cannibales, ce que je n'ai jamais écrit dans mon livre, où on raconte que les chefs africains ne savaient même pas utiliser des chaises, qui s'asseyaient sur le dos de leurs esclaves, ce que je n'ai jamais dit dans mon livre. Et chaque fois qu'il y avait des paragraphes qui parlent des résistances, qui parlent de la vitalité, qui parlent du commerce des anciennes sociétés africaines, tout ça, ça a été gommé pour donner une autre image. Ils ont ridiculisé les grands personnages de l'histoire d'Afrique. Bref, c'est un vrai travail de révisionnisme et de sabotage. Alors, quand on a su ça, j'étais scandalisée. J'ai tout de suite cherché un avocat pour dire ce n'est pas possible, il faut faire quelque chose. Ces gens ont complètement trahi mon œuvre, d'autant qu'ils ont gardé mon nom. Ils ont gardé le titre de mon livre, ils ont gardé mon nom. Quelque temps plus tard, j'apprends par des sites et des échos que le livre a suscité un grand scandale dans la communauté afro-germanique, parmi les intellectuels. Et dans le même temps qu'il se vend à tout va, qu'il marche avec beaucoup de succès, parce que beaucoup d'Allemands l'ont acheté. Il y a eu des émissions à la radio, à la télévision pour parler de ce livre. Donc les Allemands européens l'ont acheté et le trouvent bien parce que ça correspond aux clichés qu'ils ont sur les nègres, sur les peuples noirs. Et les Africains, tous les Afro-germaniques ont été scandalisés en se disant comment quelqu'un qui se prétend historien, qui se prétend en plus une intellectuelle noire, a pu écrire un livre aussi scandaleux pour dénigrer l'histoire de l'Afrique et ridiculiser les peuples noirs. Voilà l'histoire dans laquelle je me suis trouvée. Donc mon avocat, qui est un grand spécialiste des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, a pris l'affaire en main. Et systématiquement, on a été débouté par les tribunaux français. Les contrats d'édition prévoyaient que c'était un tribunal français choisi par mon éditeur qui devait traiter de l'affaire en cas de litige. La première audience où on demandait le retrait du livre allemand, ils ont dit qu'ils ne sont pas compétents, alors que les contrats disent que c'est eux qui sont compétents. Ils ont reconnu qu'il y avait effectivement un problème de contrefaçon, hein, puisque l'ouvrage n'était pas le même, mais ils ne sont pas compétents. Mon avocat est allé sur le fond, toujours au même tribunal de Créteil, qui n'ont même pas abordé la question qu'on leur posait, c'est-à-dire la contrefaçon et la responsabilité de mon éditeur. Ils m'ont débouté. Ensuite, on est allé en appel à la Cour d'appel de Paris. Le jour de l'audience, le président du tribunal regarde quelques textes de mon livre parce qu'on avait fait une comparaison entre ce que j'ai écrit et voilà ce que disaient les Allemands. Il dit mais ce n'est pas du tout la même chose, qu'il y a des distorsions, des contrefaçons. Et curieusement, dans le jugement qu'on reçoit, il n'y a aucune mention de ça. Ils occultent totalement la question de contrefaçon. Ils disent, puisque c'est l'histoire de l'Afrique, ça n'a pas d'importance qu'on écrit n'importe quoi. Et ils ont créé une jurisprudence discriminatoire pour dire que deux éditeurs, l'éditeur français et l'éditeur allemand, ne sont pas responsables, qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Alors que la loi française et la loi européenne protègent les auteurs en disant qu'on n'a pas le droit de changer un texte sans l'accord de l'auteur. Là, moi, je suis une auteure noire. Bon, ça n'a pas d'importance, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec notre travail. Voilà le combat que je mène aujourd'hui et qui m'a épuisée, qui m'a vraiment ruinée. Et je ne comprends pas que dans ce pays qui se prétend le pays des droits de l'homme, hein, qu'on puisse aujourd'hui prendre le travail de quelqu'un, d'un historien, d'un intellectuel, complètement le saboter, le piétiner, écrire n'importe quoi et trouver que c'est normal. Alors que ça aurait été un auteur européen, français, blanc, on aurait enlevé 3 mots, ça aurait suscité un tollé parmi tout le monde intellectuel ici. Je vous dis, aucun journal, aucun média français n'a accepté de parler de cette histoire. Seulement une journaliste pour un site internet a mené une enquête. Elle a été scandalisée de ce qu'elle a découvert.
Justement parce que personne n'en a parlé, c'est pour ça que l'équipe d'Africulture s'est lancée dans les enquêtes et vous apporte cet élément. Vous parlez des auteurs. Les auteurs aujourd'hui, ils sont nombreux, on le sait, mais ceux qui racontent et qui nous apportent des faits, ils sont rares. Et quand on a un livre comme Reine d'Afrique qui se retrouve transformé, ça fait mal et on se dit que tous les Africains devraient jeter un coup d'œil à cette histoire. Nous allons continuer maintenant avec la plume de la semaine. Aujourd'hui, nous proposons de découvrir un tabouret qui nous vient de très très loin. C'est la galerie de la semaine. Cette œuvre s'inscrit parmi les chefs-d'œuvre de l'histoire universelle de l'art. Elle s'y inscrit à plusieurs titres, d'abord par ses qualités esthétiques et artistiques majeures, ensuite par le caractère absolument emblématique de son auteur, le maître de Bouly, et ensuite pour l'importance de l'objet lui-même, qui était en fait le siège de l'autorité politique du roi et de son autorité spirituelle. Chez les Lubin, l'autorité affichée est toujours celle d'un homme, mais les femmes ont une autorité très très importante, qui est plus cachée, qui est plus spirituelle, mais elles interviennent à tous les stades de décision. Et pour cette raison, elles sont toujours représentées en fait sur les emblèmes d'autorité des rois. Et le siège royal, et en particulier le siège acariatide, s'inscrit comme l'emblème le plus important d'autorité à la fois politique et spirituelle. Cette œuvre-là est attribuée, ce qui est absolument extraordinaire. On est en 1938 et Franz Albrecht va réunir un certain nombre de ses œuvres qui ont en commun ce visage en ovale allongé. Il en existe 7, 5 autres sont dans des musées très importants, à Berlin, Leipzig par exemple. Et donc l'une des œuvres a été collectée près du village de Bouly, et il va écrire, ici, nous ne sommes pas en face d'un sous-style Louba, mais en face d'œuvres d'un seul et même maître. Ça paraît anodin à notre époque, mais à l'époque c'était tout à fait révolutionnaire. C'est-à-dire que pour la première fois, on disait qu'il existait des artistes en Afrique, des artistes avec leurs qualités individuelles, avec leurs talents propres. Et donc le maître de Bouly a été le premier à être identifié comme une main de maître et comme un des artistes les plus talentueux de l'art traditionnel africain du début du XIXe siècle. Ce qu'il y a d'assez caractéristique dans les œuvres du maître de Bouly, c'est qu'au lieu de présenter un visage d'une beauté jeune, idéalisée, en fait d'une jeunesse idéalisée, lui, il va marquer plutôt une intériorité, une maturité, qui va se reconnaître à travers les reliefs plus marqués, les pommettes saillantes, le regard très filtrant en fait des paupières juste entrouvertes, un style que certains ont pu qualifier de réaliste, mais qui en fait, à travers quand même le travail des traits, l'exagération de certains traits, en fait, évoque cette intériorité et cette maturité qui est très spécifique à l'œuvre du maître de Bouly. En plus de ses qualités esthétiques remarquables et de son caractère emblématique, ce qui est très intéressant dans cette œuvre aussi, c'est qu'elle est parfaitement documentée. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle a été collectée par un monsieur qui s'appelait Harry Bombeck et qui est parti en 1896, c'est-à-dire dans les toutes premières années de la naissance de cet État indépendant du Congo, qui était un agent commercial et qui a voyagé pendant quelques années en fait au Congo. Il la collecte en 1896 et il la rapporte lors d'un de ses voyages à Bruxelles en 1899. Elle est exposée pour la première fois à Rome, lors de l'exposition coloniale de Rome en 1931. Et elle va être exposée régulièrement, notamment par Albrecht, à Anvers. Et puis, elle va être exposée aux États-Unis. Elle va rester pendant toute la période de la guerre au musée Buffalo. Elle rentre en Belgique et à ce moment-là, la famille décide de ne plus la montrer. C'est-à-dire qu'elle est en même temps parfaitement connue et en même temps elle est restée cachée au regard du public en fait pendant 65 ans. Donc c'est à la fois une œuvre parfaitement référencée. Albrecht parle quand il publie l'œuvre à côté des autres œuvres de Bouly, c'est référencé.
siège du maître de boulier de M. Harry Pombeck. Et elle disparaît pendant 65 ans. On la place parmi, à côté des œuvres les plus importantes qui sont passées ces dernières années sur le marché international de l'art. Thanks for watching The Elements. You know, we have been traveling around the continent and we bring to you the best. You saw that chair, it has a long story, and we hope that you shared it with us. And know that you have the email address. It's africulture@yahoo.fr. africulture@yahoo.fr. C'est l'adresse où nous recevons toutes vos suggestions. Nous allons continuer par le podium, vous le savez, c'est la présentation de ces stylistes qui font évoluer la mode en Afrique. Pour cette semaine, nous avons pris des hommes très élégants avec des silhouettes que certains d'entre vous semblent envier. C'est le podium de la semaine, je vous attends juste après cet élément. Je pense que le plateau africain n'a rien à envier au podium européen et autres. Évidemment, vous avez vu, nous avons été du côté de la diaspora, où nous avons vu l'auteur de la semaine, Reine d'Afrique. Nous avons vu la galerie, ce fauteuil très particulier qui a voyagé à travers le monde, pas seulement l'Afrique. Et nous avons été voir ce podium très élégant, plein de couleurs et attractif, n'est-ce pas? Ça vous rappelle que le continent africain est en train de prendre une vitesse de croisière. Maintenant, c'est l'artiste de la semaine. C'est le moment que je pense que nous tous nous attendons. Pourquoi? Parce que l'artiste qu'on vous propose de découvrir cette semaine, c'est quelqu'un que vous devez connaître. Pourquoi? Parce qu'elle est tout. Elle est tout, elle est tout. Elle est une artiste complète. Elle a évolué du côté de Dubaï, Bahreïn et autres. Mais elle vient de l'Éthiopie. Et oui, la musique aussi en Éthiopie est en train de prendre toute une forme. Je vous propose de découvrir Hélène, parce qu'elle s'appelle Hélène, et elle est telle que son nom.
belle, sublime et elle chante très bien. C'est l'artiste de la semaine. Hélène Berthe, la Beyoncé africaine, nous vient d'Éthiopie, élégante, belle, classe. Que dire de plus pour parler de cette créature qui draine des foules à ses concerts, qu'ils soient chez elle ou même en Amérique. Attachée à sa langue natale, elle raconte des histoires d'amour aux fins tantôt tragiques ou heureuses. Hélène fut découverte grâce à sa chanson phare, Zaza Alina. En 2002, par amour pour la musique, elle quitte son pays, direction le Bahreïn, où elle chantait dans des hôtels de luxe, payés pas moins de $500 par mois. Du Bahreïn, elle se dirigera sur Dubaï, où elle rencontrera d'autres artistes venus de chez elle, Nada Al-Geza, de qui elle apprécia depuis son jeune âge ses chansons. Toutes les deux feront le bonheur des nuits de Dubaï. Elle mettra sur le marché son premier album, Tasfelenyale, qui veut dire « J'ai besoin de toi ». Plusieurs artistes ont participé à cet album qu'elle nous propose de découvrir dans cette édition d'Africulture. Hélène, à toi la piste. Gonna
C'est ça l'avantage d'être des Africains parce que nous dansons à tous les rythmes parce que la musique, c'est dans le sang. Ladies and gentlemen, you just had the occasion to see this artist coming from Ethiopia. She is very elegant, she has all what you can imagine, and she sings very, very well. So I hope that you had time to know more about her through what we had as element for you. Now we are going to proceed and bring to you more about, what they call arts. Another dimension of art is called cinema. And we're going to bring to you a trailer of a story, very interesting, coming right from Soweto. Remember, we had this apartheid story in South Africa, very sad one. And now we have people going ahead. Although they went through all the suffering and all what you can imagine, today they're trying to bring something new to South Africa. And that's why today we propose that you watch this trailer of Nothing But the Truth. In post-apartheid South Africa, what do truth and reconciliation mean to one ordinary man? The remarkable John Carney makes his directorial debut. In a tale of a simple man dealing with a new and far more personal struggle. Why did Uncle Temba go into exile? Were you close? With who? With Uncle Temba, Dad. He's dead. Before he left the country. Why are you always asking me these questions? A story examining the fallout of activism and exile. The rivalry between siblings. Uncle Sipo? Tanda? Yes, welcome home, my sister. We must go now to Efrat to collect the body. The clash between tradition and modernity. Here he is. Where's the coffin? There isn't one. What about my brother? This is your brother. He was cremated. Cremated? What about the people who are coming to see him? I have arranged a funeral. I've bought an ox. The tensions between the past and the present. And about Luvuyo? The policeman who shot him. Do you forgive him? Based on the critically lauded play by the Tony Award-winning master of the stage, comes a new South African story. Oh, Sky's place! Daddy always used to talk about it. Come on, let's go inside. We can't. Oh, but I might not have another chance. We can't, Mandisa. Oh, I just want to take a quick squiz. I want to see what it's like. We have a funeral tomorrow. We can't be seen going in there. Oh, Mandisa! Oh, Nothing but the truth. Nothing But the Truth, c'est une histoire qui retrace l'Afrique du Sud d'aujourd'hui. L'Afrique du Sud moderne qui a traversé le temps des guerres, des morts, de l'apartheid. Aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud confrontée aux réalités de la modernité et les anciens qui sont restés un peu dans le cadre traditionnel. Vous l'avez vu à travers ce monsieur qui va pour récupérer le corps de son frère et qui se retrouve avec ce vase où on dit que les cendres de son frère se trouvent, alors que lui s'attendait à avoir un corps et continuer avec la tradition, tel que ça se fait avec les corps en Afrique. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre émission et rappelez-vous, ce n'est pas la fin, nous allons encore vous préparer encore plus par rapport à la culture africaine. Mais rappelez-vous, l'adresse demeure la même, c'est africaculture@yahoo.fr. So ladies and gentlemen, we know that it was very short. We had much to show to you, but know that next week we are going to make it even more bigger because we have those Fashion Week events which has been going around the continent, and out of the continent we are going to bring all of that to you in a package. So ladies and gentlemen, stay tuned to your programs and know that we are still there and that more is going to come. Mesdames et messieurs, tout ce qu'on peut dire c'est portez-vous bien.